On fait quoi déjà ce soir? Ah oui. Non, c'est pas un Marvel, c'est un Pixar, ça va. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on analyse, on décortique, on argumente et pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, nos meilleurs rangers du podcast, toujours prêts à explorer des territoires inconnus mais armés jusqu'aux dents s'ils débarquent dans un long métrage hostile. J'ai le plaisir de retrouver Marie, salut, et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, c'est notre Houston à nous. Si on avait des casques, c'est lui qui nous donnerait des instructions dedans. Bonjour Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Si vous êtes du côté de la capitale le samedi 2 juillet, réservez votre après-midi et votre soirée. Capture Mag fête ses 10 ans avec une séance spéciale. Ça commence à 16h30 avec l'enregistrement de Capture Mag, le podcast en public. 3 heures consacrées à Sam Raimi. Un apéro après peut-être ? Un apéro après, ouais, enfin, c'est Alain qui contractuellement nous l'a imposé, donc on a dit ok, s'il faut boire des coups, on va boire des coups. Ouais. Très bien, donc 3 heures de podcast, un apéro et puis on enchaînera avec la projection d'Evil Dead 2. La séance capture spéciale 10 ans, c'est samedi 2 juillet à partir de 16h30 au Club de l'Étoile. Pour plus de renseignements et prendre vos places, rendez-vous sur le site clubdeletoile.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Vers l'infini et au-delà. Cette semaine, on vous parle de Buzz l'éclair. Pas celui de Toy Story, non, le véritable personnage fictif qui a inspiré le jouet. Car derrière ce jouet, il y a une légende, celle d'un ranger de l'espace qui débarque avec son équipage sur la planète Tikani Prime. Problème, la planète est hostile, version monstre à tentacules, et le vaisseau est endommagé. Buzz va tout faire pour réussir à en repartir, mais un nouveau personnage fait son apparition, l'impitoyable Zurg. Il compte bien mettre des bâtons dans les réacteurs de Buzz et de sa bande. Buzz l'éclair, c'est le 5e film sorti sur grand écran, issu de la franchise Toy Story. Il y avait bien eu Buzz l'éclair, le film Début des aventures en 2000, mais si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal, il est sorti directement en DVD. Aux commandes de ce nouvel opus, Angus MacLane, un pur produit Pixar. Il débute dans le studio à la lampe en 97 comme animateur pour Mille et une pattes. Il travaille ensuite sur tous les films du studio, gagnant du galon au fil des années. Il réalise notamment le court-métrage Mini Buzz en 2011 et le moyen-métrage télé Toy Story Angoisse au motel en 2013. Il passe ensuite dans la cour des grands avec la co-réalisation du Monde de Dory, la suite du Monde de Nemo en 2016. À noter que c'est aussi un grand fan de Lego, c'est lui qui a conçu le Lego officiel de Wall-E. Buzz l'éclair est sorti en salle américaine le 17 juin. Il est dispo dans les salles françaises depuis ce mercredi 22 juin. Il est trop tôt pour savoir s'il décroche les étoiles du box-office, mais en attendant, c'est quoi votre météo ? Marie ? Alors j'avais un peu oublié la météo. Pluie je sais pas, une petite pluie de bestioles géantes là qu'il rencontre dans le film. C'est un petit mix avec Jurassic Park ? Aussi. Pluie de bestioles géantes, ok. Stéphane ? Moi, si je suis un peu méchant, parce qu'il faut pas être trop méchant quand même avec le film, mais on a beaucoup de choses à dire, je pense, dessus, mais je dirais vide intersidéral, mais pour des raisons spécifiques. Mais c'est méchant. Je sais que c'est méchant, mais parce que en fait, on va en parler, mais je pense que c'est un projet qui est étrange, en fait. Très bien. En vide intersidéral, on va dire que c'était pour la pun. Vous allez nous expliquer ça en détail tout de suite. Alors on va commencer peut-être par Marie, ça avait l'air... Ouais, quoique non, je sais pas, en fait, t'as pas l'air aussi... Je suis moins méchante que Stéphane, non? Non, mais je pense qu'on pense à peu près la même chose. Hein, je sais pas, on en a pas parlé. On en a pas parlé entre nous, mais j'ai vu ta note sur Letterboxd. Ah, je me fais espionner, ça y est. Ah bah, et vice-versa. Ouais, tu m'as dit exactement la même chose. Je vois que tu mets 0,5 à tous les films qu'on voit. Ah, exactement, non, pas celui-là. J'ai pas vu combien t'as mis à celui-là.
Bon, alors t'as mis combien à Toy Story sur Letterboxd? Je crois que j'ai mis 2,5, mais tu vas me confirmer ça, c'est ça, j'ai mis exactement la même note. Ah ouais? Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, voilà, on est dans le... Ouais. Ok, bah Marie, explique-nous en premier. C'est un peu difficile d'apprendre ce film en fait sans le juger à l'aune de la saga Toy Story, parce que c'est quand même une saga qu'on connaît depuis 1995 je crois, donc pour les gens plus ou moins de mon âge on a un peu grandi avec, et même si le dernier opus, le 4e, n'était pas forcément incroyable, il y en a quand même eu 3 avant qui étaient assez fous quoi. Donc c'est à l'annonce du projet, moi j'étais un peu étonnée, je me demandais un peu à quoi, enfin est-ce que c'était pas un truc qui était un peu en boucle, en circuit fermé, de faire donc c'est un film qui est censé être inspiré, enfin qui est censé avoir inspiré la figurine le jouet qu'a Andy dans toute la saga. Et du coup, tu dis, c'est vraiment le truc méta et mercantile à l'extrême. Et du coup, moi, je me demandais un peu à quoi ça allait servir ce film-là. Du coup, quand on le voit, en fait, le personnage de Buzz, c'est pas le même personnage du coup, puisque il est censé incarner le héros du film, et d'ailleurs pour le prouver ils ont mis un nouveau doubleur, donc en VO je crois que c'est Chris Evans, en français c'est François Civil et plus Richard Darbois. Donc déjà ça fait un peu bizarre de voir le personnage qui est évidemment plus tout à fait le même, puisque c'est pas exactement le même look. On voit aussi qu'il a des cheveux parce qu'il enlève sa cagoule pour la première fois. C'est quand même un personnage que tu connais depuis longtemps, puis là tu le découvres sous un nouveau jour et du coup avec une nouvelle voix. Moi, il y a des choses que j'ai vachement aimées. En fait, je trouve que toute la première partie du film est plutôt chouette. En fait, il y a plein de références de SF. Ça va de Alien, Starship Troopers. C'est pour ça que je parlais de pluie de bestioles, parce qu'il y a plein de bestioles sur cette planète hostile. Ça fait penser évidemment à Interstellar, à Gravity, même presque à Top Gun Maverick quand il fait ses... Non, je ne vais pas relancer le... C'est vrai, mais si, t'as raison. Mais ouais, en fait, c'est clairement le Top Gun Maverick des enfants. De Buzz l'éclair. Non, mais c'est vrai. Et moi, je trouvais plutôt chouette toute la première partie, en fait, avec il y avait quelque chose de super intéressant avec le personnage qui fait des missions pour atteindre la vitesse de la lumière et pouvoir repartir sur leur planète après l'échec de la mission, où lui, quand il fait un vol qui dure 4 minutes, il se passe 4 ans sur la planète. Et en fait, t'as tout un petit montage qui faisait un peu penser au début de là-haut, avec ses amis, et notamment son amie et capitaine, ou je sais pas quel grade elle a, Alisha, qui, elle, vit toute sa vie pendant que lui fait une dizaine de vols. Il se passe 40 ans et elle a le temps de trouver son amoureuse, de fonder une famille, d'avoir ses enfants qui grandissent, ses petits-enfants, et de mourir. Et lui revient d'un énième vol, et ils ont une cabine à côté tous les deux, et ils trouvent sa cabine vide parce qu'elle est plus là, quoi. Donc il y avait tout un truc assez intéressant sur la dilatation du temps, l'espèce de héros solitaire qui est à fond dans sa mission et qui est le seul à pas vieillir, et du coup à pas vivre sa vie pendant que tous les autres la vivent et tout. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, mais en fait c'est vraiment le début, quoi. C'est pas le sujet du film, c'est pas vraiment traité. Après il y a aussi un changement d'échelle qui est assez intéressant, où pour le coup Toy Story c'était le monde un peu minuscule des jouets qui prenait une grande ampleur, et là aussi ça s'ouvre, du coup c'est l'opposé, ça s'ouvre sur l'infiniment grand et l'espace. Et d'ailleurs il y a un personnage qui est la petite fille de Alisha, qui dit elle-même qu'elle a peur de l'espace parce que si tu te rates, tu pars dans l'infini et on te retrouve jamais. Donc il y avait un changement d'échelle, et c'est pareil, je trouve que c'est pas non plus trop exploité en fait, à part les scènes où tu le vois au début voler là, essayer d'atteindre sa vitesse de la lumière. Après, toute la seconde partie, c'est une espèce de quête qu'on a un peu vue et revue, qui est pas très inspirée, où t'as cet archétype du héros solitaire qui préfère faire les choses tout seul plutôt que déléguer, qui va devoir apprendre à composer avec une équipe de bras cassés qui sont des jeunes cadets, qui sont même pas des jeunes cadets, c'est genre pas vraiment être là. C'est l'équipe des bénévoles du dimanche là, qui avec une reprise de justice, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, quelqu'un qui est en liberté, une mamie en liberté conditionnelle, un mec qui est juste content d'avoir un stylo dans sa combi, et puis la petite fille, là aussi c'est le personnage un peu cliché de la petite fille d'Alisha, qui était donc sa grand-mère, qui était un grand nom de Space Command, et qui doit remplir le rôle qu'elle a et être à la hauteur de sa grand-mère, et qui pour l'instant n'y arrive pas, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, je trouve que ça tourne un peu à vide, les péripéties sont un peu inutiles,
enfin pas inutile, mais déjà vu, et au final que ça se passe dans l'espace ou ailleurs, ça change pas grand-chose. Bon, après il y a tout un reveal autour du personnage de Zurg que j'avais pas forcément vu venir, mais à ce moment-là j'étais déjà un peu sortie du film et ça m'a pas forcément rattaché au film. Après, j'ai quand même passé un très bon moment. Je trouve que le film est assez drôle, notamment grâce à ce personnage de chat mécanique, Sox, qui, moi, m'a fait pas mal rire. Mais bon, dès que tu mets un chat dans un film, ça me fait... voilà. Ça, le personnage de Buzz donc reçoit un chat de compagnie robotique. C'est un peu un animal de soutien émotionnel, mais qui est très et qui est un couteau suisse, parce qu'il sert à tout. Il a un port USB dans sa queue. Voilà, il sert un peu de Deus Ex Machina à 2-3 moments du film, mais il est quand même très rigolo et c'est plutôt mignon. Moi j'ai vu le film à une avant-première publique avec du coup c'était en VF, donc il y avait pas mal d'enfants et je voyais que ça faisait rire autant les adultes que les enfants, pas forcément au même moment je veux dire, mais voilà, donc moi j'ai passé un bon moment, mais j'en attendais un peu plus. Je me dis que c'est pas un film avec un super concept comme pouvait l'être Vice Versa ou Soul. C'est pas non plus, même si j'avais un peu moins aimé Luca et j'avais beaucoup aimé Alerte Rouge, qui étaient des films plus personnels et qui avaient un peu plus quelque chose à raconter. En tout cas, il y avait un peu plus d'âme dedans, et qu'on les aime ou qu'on les aime pas, il y avait au moins la patte d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Et là, je trouve que c'est un film qui est un peu générique et qui aurait pu être réalisé plus ou moins par n'importe qui, en tout cas dans sa seconde partie, où vraiment moi, je m'attendais à être un peu plus emportée vers l'infini et au-delà, et j'y suis pas allée. C'est joliment conclu. Ouais, c'est vrai que le personnage du chat, moi je l'attendais un petit peu, c'était un peu le personnage que j'attendais. Je me suis fait la réflexion que c'était comme dans Mandalorian, où j'attendais de voir bébé Yoda. C'était un petit peu c'est un peu le bébé Yoda du film, ouais. Mais du coup il est un peu annexe. Oui, il est un peu... On pourrait le mettre dans un autre Pixar, en fait. Bien sûr, oui, c'est un peu un personnage SF, prétexte. Truc, mais voilà. il m'a fait penser aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce comics sur Instagram, Nathan Pipes. C'est des extraterrestres et qui décrivent tout ce qu'ils voient de manière très littérale et qui ont un côté un peu justement décalé, et le chat me faisait penser à ces personnages-là. Ceci dit, il a une grosse fonction de Deus Ex Machina qui est quand même pas piqué des hannetons. Hein. C'est quand même lui qui règle absolument toutes les problématiques en fait de. À chaque fois, on découvre une nouvelle fonction. Voilà, de science-fiction en fait, si tu veux. On n'arrive pas à régler les cristaux. Moi, j'ai réussi à calculer ça. Ah, mais lui, il a calculé en 70 ans, il a calculé en fait la trajectoire du truc et la problématique en fait du passage dans le temps et de la boucle quoi, temporelle. Donc en fait, tu te dis ah bah super. Il suffisait de créer un chat intelligence artificielle quoi. Moi, je vais questionner un peu la raison d'être du film, en fait, parce que c'est le concept dont Marie parlait, en fait, c'est-à-dire l'idée, et parce qu'ils te le disent dès le début, hein, ils te disent, en fait, c'est un panneau, en fait, qui le dit au départ, qui dit, en gros, Andy avait un jouet préféré, enfin, il avait un jouet qui était tiré de son film préféré, voici le film en question, et donc le film, c'est ça, c'est Buzz l'éclair, quoi. Je trouve que c'est une fausse bonne idée, parce qu'en fait, il s'avère, je trouve que c'est une fausse bonne idée, quand tu regardes le film, parce que effectivement c'est juste une manière de relancer enfin là on a besoin de faire un film Toy Story, c'est-à-dire qu'on sait que ça cartonne, on sait qu'il y a la nostalgie qui s'est rajoutée à ça, puisque en admettant que t'avais 10 ans quand Toy Story 3 est sorti, en fait aujourd'hui 22-23 ans et tu peux avoir la nostalgie de ton enfance et donc tu veux revoir ces personnages là. Tout Toy Story 4 était fondé là-dessus, hein, c'est-à-dire que c'est littéralement, enfin moi ma problématique avec Toy Story 4 c'est un épisode qui n'avait pas lieu d'être. C'est-à-dire, en fait, ils avaient bouclé la boucle avec Toy Story 3, et il n'y avait absolument aucune manière de relancer ça de manière intelligente et surtout significative, parce que c'est un sens, en fait, de re-raconter cette histoire-là, qui n'a pas déjà été racontée, en fait. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, le personnage de Buzz l'éclair, qui, en fait, toute l'évolution qui était dans la première trilogie, était complètement saboté, et il redevenait le personnage du premier film, en fait. C'est-à-dire ce mec un peu perdu, tu vois, qui est persuadé d'être effectivement un ranger de l'espace et tout, quoi. Et donc, moi, je pense que Disney sont un petit peu emmerdés. S'ils ont recasté le film, c'est parce qu'ils sont un petit peu emmerdés avec, comment il s'appelle Tim Allen, là, qui est quand même un gros droitard, hein, bien tapé, et que en fait ça les fait bien chier, quoi, tu vois, parce que c'est un Trumpiste et tout ça, etc., etc. Donc en fait ils ont un peu ce côté-là. Après ils sont pas, ils se foutent un peu de la gueule du monde aussi, parce que ils ont quand même ils ont failli couper la scène du baiser, là, En fait, à la base, ils voulaient la couper et les animateurs et toute l'équipe de Pixar s'est battue pour qu'elle soit réintégrée dans le film. Et là, en plein mois des fiertés, Disney se fait genre le chantre du truc en disant oui, regardez, on a une scène, alors qu'en fait, ils ont voulu la couper, quoi. Ils ont voulu la couper. Et surtout que c'est une scène.
qui, si moi on m'en avait pas parlé, je sais même pas si je l'aurais vu en fait, parce que du coup je l'attendais, parce que je savais qu'elle était dedans. C'est effectivement totalement inoffensif, mais le truc c'est que et puis c'est surtout que en fait ça a déjà été fait dans un Disney il y a à peine 2 mois. Doctor Strange, c'était la même chose en fait. Donc en fait le truc c'est que t'as envie de leur dire mais vous le faites là, vous le faites pas là, c'est quoi la logique? Après moi ma théorie c'est que tu peux pas avoir fait 40-50 ans si tu veux de on va dire de films assez conservateur, on va dire. Avec des princesses qui attendent d'être sauvées. Je parle même pas forcément de ça, je parle vraiment même de toute la logique qu'il y a derrière, en fait, c'est-à-dire la façon le market et tout, hein, la façon c'était hyper conservateur. Je parle pas de Pixar, hein, ça je le mets un petit peu à part, quoi, mais vraiment Disney, en fait, ce que ça représentait et tout. Et en fait, d'un seul coup, demander aux parents de virevolter dans l'autre sens, et il faut suivre absolument. Et eux, leur problématique, c'est une pure problématique marketing, hein, ça n'a rien à voir avec, l'agenda politique, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste pour, traiter ça et effectivement se mettre un petit badge d'honneur et dire regardez on l'a fait quoi. Mais du coup en fait c'est bon, on a fait une grosse parenthèse pour dire qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde avec Tim Allen quoi. Mais le truc si tu veux c'est que en gros moi je pense qu'ils sont super emmerdés avec ce perso, mais que d'un autre côté ils ont besoin en fait de maintenir cette franchise d'une certaine manière et que ça soit pas un truc totalement épisodique, qu'il y ait un vrai sens à sortir ce Pixar. Par exemple là il y a un micro débat sur le prochain Pixar, parce c'est pas un Pixar, c'est un Disney animation qui va sortir en France directement sur Disney+ à la fin de l'année. Et effectivement, on a vu que Alerte Rouge s'est sorti directement sur Disney+. L'an dernier, Lucas est sorti directement sur Disney+. Donc en fait, il y a vraiment tous ces films-là, ils sont en train de bifurquer en fait sur la plateforme et ne plus forcément sortir au cinéma. Donc Toy Story, c'est une franchise qui maintenant vient du siècle passé, quoi, en gros, quoi, et en gros, c'était un dernier va-tout. Et là, apparemment, il est pas, les premiers chiffres de box-office sont pas terribles, hein, sur le truc, quoi. Mais aussi pour une raison, en fait, qui est que, certes, on traite le personnage de Buzz l'éclair, certes, on comprend le concept de base, en fait, qui est un concept de, c'est le film que Andy a vu, mais moi, je suis pas sûr que, le Andy... Le gamin, en fait, si tu veux, de Toy Story, il aurait vraiment trippé le film qu'on vient de regarder. Il est un peu bizarre, ce film, en fait. C'est-à-dire qu'en gros... C'est censé être un film de SF des années 90. Déjà. Bon, mais ça, c'est un truc, voilà. Moi, je trouve que, tu vois, c'est un pur film de SF, au sens... C'est un vrai film de SF avec des concepts de SF, en fait, qui sont traités, mais ça va pas très loin. C'est-à-dire c'est pas hyper original. Pixar, ils nous ont quand même... Alors, bon là, encore une fois, en mettant le haut du panier, hein, vraiment, ils nous ont habitués à jouer avec des concepts narratifs assez régulièrement. Vice-versa, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marie, c'est un concept qui est un concept narratif et ils ont joué avec et ils l'ont poussé jusqu'au bout, quoi. Mais même sans aller jusqu'à vice-versa, je veux dire, pour des scénettes comme ça, t'avais les Indestructibles 2 où ça n'arrêtait pas en fait, ça n'arrêtait pas, t'avais les moments en fait où les mecs ouvraient des portails temporels et les personnages passaient dessus, se battaient en même temps, c'était complètement dingue en fait, et en fait tout ça c'était clair, net, précis, tu suivais le truc, tu te marrais en même temps, c'était bon, et c'est Brad Bird évidemment, mais je veux dire, on n'est pas sur le même niveau de réalisateur, mais voilà, c'est ça à la base en fait l'excellence Pixar. Et du coup, moi, mon souci, c'est que effectivement, je trouve le chat super sympa. On a un chat, donc on sait ce que ça veut dire. Forcément, on connecte et tout quoi. Mais c'est des concepts de SF qui sont pas poussés à bout. Et du coup, je trouve à la fin, c'est un film extrêmement sage. C'est un film extrêmement, et j'en tire pas c'est-à-dire la personnalité de Buzz l'éclair. Ne ressort pas particulièrement, et c'est pour ça que je pense qu'à mon avis il y a un pur problème de connexion en fait, c'est-à-dire que effectivement il y a une première partie dans le film où c'est effectivement Top Gun Maverick, c'est le mec dans son coin à l'ancienne qui essaye de mener sa mission à terme, qui va pousser le truc au bout. Il y a même un truc il se prend léger dans la gueule au début, donc t'as vraiment, c'est pas fait exprès, mais c'est quasiment la même scène entre guillemets que la scène de Top Gun Maverick quoi. Donc effectivement t'y penses forcément, mais juste parce que les films ils ont un mois d'intervalle, hein, voilà. Y a un truc avec le traitement du personnage qui est lié à ça, mais en fait dans la deuxième partie c'est là en fait où ils essayent de connecter les wagons, parce que en fait c'est des jouets dans Toy Story, mais il y a une storyline en fait, et c'est à dire que la storyline en fait c'est que comme les jouets sont vivants, ils se donnent des informations sur eux-mêmes. Et t'as notamment en fait ce qui est devenu une blague en fait dans Toy Story 2, quand justement Zorg se retrouve en face de Buzz et il lui dit je suis son père. Bah là en fait les mecs se sont dit bon, comment est-ce que pourquoi le jouet il aurait cette voix automatisée, pourquoi il dirait ce truc là, etc. Et en fait moi je me suis dit ils vont forcément le traiter, Zorg c'est forcément quelque chose de machin, et ils sont allés à l'idée la plus basique en fait.
Vraiment la plus basique, c'est-à-dire je le spoil, hein, je le dis parce qu'on spoil ici et tout ça, etc. Mais en gros, c'est Buzz plus vieux. Et en fait, c'est vraiment le truc, à partir du moment où la première partie du film est établie, bah en fait, le seul personnage, ça ne pouvait pas être son père. Et d'ailleurs, il le dit, il lui dit, mais t'es mon père. Il fait, non, je suis pas ton père, je suis toi, espèce d'imbécile, tu vois. En fait, voilà, alors, tu pourras avoir un truc joli et émouvant sur le fait que les deux ont comment dire, un rapport effectivement différent vu qu'ils n'ont pas vécu la même aventure du coup, mais même ça marche pas super en fait, parce que du coup il y a une espèce d'antagonisme qui n'est pas vraiment rattrapé. C'est-à-dire Zorg reste Zorg à la fin, quoi. Et d'ailleurs, en fait, si vous restez jusqu'au bout du générique, il y a un truc, il prépare le terrain à une éventuelle suite, quoi. Alors c'est pas fait à la Marvel avec des trucs avec des gros sabots, mais c'est quand même un easter egg dans le générique, etc., etc. Et du coup, bah voilà, en fait, t'as pas le sentiment en fait que c'est un one shot conceptuel automatiquement. T'as l'impression que les mecs se disent oh attention, on va pouvoir relancer le machin. Et en fait, moi je pense que non, ils l'ont pas si bien relancé que ça. C'est-à-dire que je pense que encore une fois, je pense que c'est un concept qui marche très bien quand tu viens le pitcher chez des exécutifs de studio et les mecs font ah j'y avais pas pensé, super, tu vois. Et voilà, tu vois, comme quand Colin Trevorrow il dit aux gens d'Universal, en fait, le parc Jurassic, c'est le parc Universal. Et les mecs font oh, et hop, puis en fait, il te leur vend la choucroute comme ça, quoi. Tu vois, c'est un concept que tu vends très très bien à des mecs en fait qui veulent impérativement faire le film, tu vois. Mais en fait, pour les spectateurs, bah ouais, moi je pense qu'ils passent à côté de beaucoup de choses, quoi. Et effectivement, le problème c'est que à part le chat. Moi je trouve que les nouveaux personnages en fait que tu trouves dans le film ils sont pas super attachants, quoi. Et en tout cas ils restent assez classiques et assez mais même Buzz est pas très attachant non plus. Oui, voilà, bah lui c'est une enveloppe en fait, c'est ça qui est bizarre aussi, mais quoi. en fait ça pourrait être interchangeable, ça pourrait être une autre franchise, ça pourrait être une nouvelle franchise qui crée. En fait, à part le fait qu'ils répètent, évidemment qu'il y a tous les costumes et tout ça, les personnages, et qu'ils répètent tout le temps vers l'infini et au-delà, tu t'as pas une vraie... En fait, Toy Story jusqu'au 3, il y a quand même en tout cas les fans, il y a une énorme connexion émotionnelle, et je connais plein de gens qui pleurent en voyant le 3 et tout ça, tu vois. Et là, tu dis, il n'y a pas du tout... Il n'a pas le grain de folie de son jouet. Et il a un côté beaucoup plus lisse, beaucoup plus sage, et finalement, on y perd. Ouais, et puis t'as même pas d'introspection vraiment du personnage et tout, c'est pas... Et ils auraient pu, à la limite, en profiter pour en faire un personnage complètement à l'opposé de la personnalité du jouet, et que ça crée une surprise, et qu'on se dise, ah mais en fait, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, et finalement... C'est un espèce d'entre-deux. Parce qu'en fait, ce qui est assez étonnant, moi je trouve, c'est que Marie, elle a utilisé le mot méta, et clairement, en fait, tu penses à ça quand tu rentres en fait dans le film, mais sauf que le film ne l'est pas à la fin, je trouve. C'est-à-dire que le film se pose pas cette question-là. T'as l'impression qu'ils se sont juste dit, bon, il faut juste qu'on raccroche quelques wagons, parce qu'effectivement, le truc dont j'ai parlé avec Zorg, par exemple, quoi. Mais globalement, en fait, le truc avec Toy Story, c'est que, par exemple, la scène dans Toy Story 3, ce que j'appelle la scène de, comment dire, du four. De l'incinérateur. Ouais, de l'incinérateur, enfin j'appelle ça la scène à la liste de Schindler là. En fait c'est une scène, parce que c'est, je pense, clairement leur référence, hein. Mais le truc c'est que tu peux te dire ça n'a aucun sens de faire une scène comme ça dans Toy Story, sauf que c'est dans le 3e. Tu l'aurais fait dans le premier, ça n'aurait jamais marché. L'attachement en fait justement il est sur les années qui sont passées et sur ton attachement et le nombre de fois que tu as vu les films, etc., pour que tu arrives 15 ans après le premier à Toy Story 3 qui te fait cette scène. Tu fais, imagine tes jouets, c'est comme des humains en fait, et ils peuvent mourir comme des humains. Et en fait, du coup, d'un seul coup, la scène, elle prend sens, mais pour le coup, c'est presque méta. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, si tu calcules la scène telle qu'elle est censée être, tu te dis, mais ça n'a rien à foutre dans un film pour enfants, tu vois. Et en fait, si, ça fonctionne parce que justement, l'enfant est attaché, en fait, à ses jouets comme à des personnages humains. C'est-à-dire que pour lui, il sait que c'est des jouets, mais la distinction, elle est humaine. Donc là, en fait, ce film pourrait profiter, entre guillemets, d'un truc similaire, on va dire, si tu veux. Je dis pas forcément d'une scène, là tu parlais d'introspection, c'est ça que je voulais dire, quoi. Il pourrait profiter d'une introspection, en fait, si tu veux, qui serait liée à la franchise, qui serait liée au personnage de Buzz et tout, et non, c'est super ras des pâquerettes, et du coup, émotionnellement, ouais, t'as un détachement total, en fait, voilà, effectivement, t'as cette jolie scène avec la nana qui se jette dans le vide intersidéral, où tu dis tiens, ça aurait pu donner un truc et tout, mais en fait il pousse pas très très loin, donc voilà. Et c'est vrai que tu te rappelles de ce personnage là à cause de ça, à cause de cette scène là, quoi. Mais le reste c'est super basique en fait, donc c'est ça qui est très très tout ce que le film entreprend, finalement ça va pas très loin, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est très très sage, c'est vraiment, tu te fais pas chier, c'est pas mal fait, mais en fait ça va pas vraiment, il n'y a pas de volonté en fait de bousculer
la franchise, de bousculer. C'est vraiment, en fait, on le relance et on va voir si ça marche ou pas. Et puis finalement, on laisse une porte ouverte, mais bon, on ferme pas tout à fait les trucs. Voilà. Alors, peut-être que les fans de SF vont comment dire, être... vont apprécier le fait que ça en soit vraiment un film de SF, quoi. Mais même là, je trouve qu'en fait, ils ont fait mieux, quoi. Bah, ça va pas chercher très loin, parce que c'est un peu illustratif, quoi, tout ce début de SF. T'as l'impression que c'est un peu pour accrocher les parents qui kiffent la SF et qui vont amener leurs enfants voir ça. Ou... J'ai l'impression que ça cochait un peu les cases quand même. On a tes références, c'est bon. On a des références, c'est bon. Après, pourtant, McLean, c'est un vrai fan de Buzz l'éclair. Hein. Il est vraiment obsédé par le personnage. C'est lui qui a réalisé le film Buzz l'éclair. L'aventure commence, qui est sorti en 2000, qui manifestement fait, je sais pas si ça a fait un bid, mais en tout cas ça a fait un direct ou DVD. Il a fait Mini Buzz aussi, donc il a quand même un vrai attachement à ce personnage. Mais c'est étonnant de pas plus l'utiliser et de pas jouer avec tout ce qui a été installé avant, quoi. Moi j'étais assez étonnée de pas avoir plus de clins d'œil. Est-ce que je vais pas répéter ce qu'a dit Stéphane, quoi, mais j'étais assez étonnée que ça aille pas plus loin que ça. Ouais, puis je pense que c'est peut-être que cet attachement-là, en fait, ça justifierait qu'il ait une approche sincère, on va dire, du projet. Mais en fait, ce qui est pas forcément, c'est-à-dire sa sincérité à lui, elle s'oppose au cynisme. Des gens qui financent le film, ça, voilà, c'est deux problématiques différentes. Mais par contre, en fait, ça ne l'enlève pas automatiquement la trouille, en fait, de se lancer dans un premier tout seul, quasiment dans un premier gros long métrage, parce que bon, je veux dire, Le Monde de Dory, il l'a co-réalisé, mais on sait que c'est Andrew Stanton, en fait, qui est derrière, donc il était déjà derrière la franchise, il était déjà sur le premier, donc je pense que voilà, c'était plus un réalisateur, un co-réalisateur, quoi. Là, il est censé avoir les manettes. Tout seul, quoi, et en fait en tout cas il est censé être le leader, hein, du truc, et ouais, c'est pas c'est difficile, en fait, chez Pixar aussi, hein, la place des réalisateurs, et surtout à plus forte raison aujourd'hui, quoi. C'est quand même compliqué déjà de faire ressortir, c'est-à-dire que tu sors de l'ombre des vénérables, en fait, si tu veux, de ceux qui étaient là depuis le début, quoi. Il en reste plus beaucoup, hein. Il reste Pete Docter et je sais plus c'est qui, enfin je sais plus lequel dernier, il était nommé aussi sur puisque c'est eux qui sont garants, vu que la Setter n'est plus là, ceux qui sont garants de comment dire, de la qualité. Je crois qu'il y a Andrew Stanton encore aussi, et eux ils sont producteurs exécutifs, c'est eux en fait qui chapeautent plus ou moins ces trucs là, mais ils les chapeautent un peu de loin. Et après je pense qu'il y a les impératifs, en fait, de ce que t'es censé sortir avec un film comme ça, quoi. C'est-à-dire vraiment encore une fois, on est dans le référencement, en fait, si tu veux. Donc tout ce qu'on sait de Buzz l'éclair, qui était pas énorme, en fait, en vrai, hein, sur sur les 3 premiers Toy Story, quoi. C'est-à-dire en fait, et que, vu que c'est pas le même personnage, en fait, tu veux, les mecs se sont sentis obligés de connecter, de référencer, quoi. Donc, c'est ça aussi qui, je pense, les coince, leur met un peu des menottes, quoi. Et alors, au-delà du personnage, parce que les films de science-fiction, hein, c'est des personnages, mais c'est aussi des décors, c'est aussi les vaisseaux spatiaux, les monstres qui peuplent les planètes qu'on visite, enfin, tout ça, vous en pensez quoi? Parce qu'on n'en a pas du tout parlé pour l'instant. En fait, si tu veux, ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, ah tiens, ça c'est le décor c'est Dagobah. Tu vois, ils font Dagobah dans l'Empire contre-attaque, tu vois, à un moment donné, parce que t'as une espèce de marécage, tu vois. Voilà, je me suis dit ce truc-là, et je pense que c'est la référence directe, tu vois, du truc, quoi. Je pense que t'as... et après, pour le reste, ouais, t'as quelques décors de SF, mais c'est pareil, moi je trouve ça hyper... J'ai l'impression que c'est plein de choses qu'on a déjà vues et que c'est beaucoup de citations, et que oui, il est peut-être fan de tout ça, mais il les recase là, mais c'est pas... Enfin, ouais, ça cite plein de choses, mais ça l'utilise pas vraiment, quoi. Ouais, donc du coup, c'est vrai que même là-dessus... C'est-à-dire, moi, plus quand je dis c'est un vrai film de SF, c'est plus sur les concepts. C'est encore une fois le voyage dans le temps, expliquer que, en fait, si tu veux, quand lui voyage dans le temps, t'as, comment dire, pour lui c'est 5 minutes, mais pour les autres c'est 20 ans, tu vois. Ça c'est Interstellar direct. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que tous les trucs sur les trous noirs, les machins, même s'il il condense ça pour pas rendre ça compliqué, quoi, si tu veux, voilà, c'est expliqué, mais c'est ce qu'on disait, en fait, ça, Pixar, ils savent le faire, en fait, quand t'as un mec comme Brad Bird, ils savent le faire. Donc le truc, c'est que c'est plus sur ces trucs-là qu'on parle mais c'est pas vraiment un space opéra, c'est pas vraiment, tu vois, c'est vraiment, en tout cas, ça n'a pas, c'est pas bariolé comme un space opéra, c'est pas taré comme un space opéra, c'est pas tout ça, tu vois. Donc en fait, y a pas le mot opéra, par exemple, ne rentre pas dedans, tu vois. C'est en fait, ouais, c'est un film de SF, mais avec, qui part effectivement d'une base pseudo-réaliste. Je dis pseudo-réaliste parce que t'as quand même quelques créatures, quelques tentacules, quelques trucs, etc., quoi. Mais en fait, c'est pas un fourre-tout, en fait, le truc, quoi.
ça va quand même, c'est très straight, quoi. Enfin, moi je trouve, hein, ça m'a donné ce sens-là. J'ai quand même l'impression, moi, à la fin, qu'on était vraiment tout le temps dans l'espace, tout le temps dans un truc avec, finalement, on voyait que ça, quoi, plus que des décors, tu vois. Oui, t'as beaucoup de décors d'intérieur de vaisseaux et de... Voilà. Tu vois pas grand-chose, en fait, au final, de cette planète. Enfin, parce qu'ils arrivent dans des grottes ou dans une espèce de camp abandonné, là, je sais pas exactement quoi, de centre abandonné, mais les décors sont pas fous, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, qu'on passait d'une chambre d'enfant ou voilà, des objets du quotidien qui prenaient une grande ampleur à un monde qui était littéralement infini, et c'est pas vraiment exploité, quoi. Il y a une scène, moi je trouve, qui se démarque un petit peu en termes de mise en scène, justement, c'est dans cette scène dans le camp là, où il y a une attaque de robots, en fait, et comment ils vont réussir à le tuer, quoi, en fait, enfin à l'immobiliser, quoi, et en gros il y a tout un truc, en fait, de jeu ou tout qui m'a, voilà, toute proportion gardée, hein, je ne vais pas, voilà, mais qui m'a un peu fait penser, en fait, au combat entre Max et Furiosa dans Mad Max Fury Road, en fait, cette espèce de truc avec les chaînes et tout, là, en fait, où t'as un combat. Moi je suis assez friand de ce genre de truc, en fait, des trucs où t'as des limites dans le combat, parce que tu vois qu'ils y arrivent pas, et t'as en même temps 5 personnes qui essayent et ça devient une espèce de joute, si tu veux, où tout est très travaillé comme ça fait penser un peu à Jackie Chan et ce genre de truc, quoi. Et bon, quand tu le fais, que t'es un petit peu obligé d'être un peu inventif et machin, et surtout en termes de mise en scène pour que ce soit clair et fluide, quoi. Et c'est vrai que là-dessus ça fonctionne plutôt bien. C'est une petite scène, ça, mais c'est vraiment une scène de 5 minutes, mais qui est cool, hein, voilà, et qui est super bien fait. Et c'est ce qui m'a fait dire d'ailleurs que le film était plutôt bien fait, en fait, en soi. C'est ça, le vrai truc étrange du film, c'est que c'est pas un film chiant, c'est pas un film, voilà, c'est un film qui est plutôt bien fait. On peut pas dire qu'on passe un mauvais moment. Mais à la fin tu sors de là et tu te dis, mais d'ailleurs Toy Story 4 c'était le même problème, hein. C'est que en fait au bout d'un moment tu te dis, mais tout ça pourquoi, en fait? Pour ça, tu vois, pour pas grand chose, quoi, pour pas faire avancer, évoluer une franchise qui a quand même une franchise importante dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire du cinéma d'animation, etc. Donc c'est ça qui est étrange, quoi. Bon, vous avez cligné des yeux. Vous avez l'impression qu'il s'est passé 5 minutes. En fait, il s'est passé déjà une demi-heure et l'émission est finie. Il s'est passé 4 ans. En fait, on parle et on traverse le mur et hop. L'émission est finie. Si vous voulez, les spectateurs s'endorment. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Buzz l'éclair est en salle depuis ce mercredi 22 juin. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Buzz l'éclair et vous avez un avis sur le sujet, ça tombe bien, on a très envie de l'entendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Pour ça, c'est très simple, envoyez un message vocal sur notre mail saltempourlerépondeur@gmail.com et on le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Spider-Head, dernière production Netflix signée Joseph Kosinski. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite. Bonjour, écoutez, je laisse un avis quant au film Spider-Head. Donc pour moi, c'est lisse, sans rythme. Alors oui, beau paysage Gold Coast, musique Supertramp au début, mais à part ça, rien. Voilà. Bon courage pour ceux qui vont regarder. Spider-Head, je vous ai pas suivi, moi je suis beaucoup plus énervé que vous. Alors, peut-être aussi parce que vous êtes blasé et que vous en attendez rien, mais moi j'ai été très séduit par ce plot de départ de ce centre expérimental coupé du monde, et avec toutes les possibilités que ça ouvrait, quoi, en termes d'arc narratif, en termes de thématiques, sur la liberté, le rapport à l'autorité, sur le consentement. Et du coup, quand vous dites ouais c'est un film anecdotique, ouais pas top, non pour moi c'est plus que ça, c'est un film qui est raté et qui est vraiment très très mauvais. Il n'y a rien qui se dégage, c'est zéro subversif, je vois pas comment... Non, s'il y a des enfants qui nous écoutent là, de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui veulent s'encanailler, non, Massacre à la tronçonneuse, Shining, Funny Games, Tuernay, vous allez gagner du temps. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, merci. Merci à toi. Merci Clémence. Et puis merci Captain Alain. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on continue à proposer des émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Pour ça, parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour le tout dernier épisode de la saison.
Salut.